Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors Silver, nous revenons d'un court séjour à Hong Kong et on peut dire que ce séjour nous a fait une petite piqûre de rappel des différentes problématiques auxquelles sont confrontés les voyageurs étrangers et notamment la question des paiements. C'est vraiment une question récurrente de nos clients et qui se pose tout au long du processus de préparation de voyage et sur place. Faut-il payer sur place en cash ou par carte? Quelles sont les différentes cartes de paiement et les frais quand ils existent? Quels sont les problèmes de paiement que l'on peut rencontrer lors du paiement des hôtels et de la location de voitures? Vraiment, autant de questions qui sont importantes et récurrentes. Vous voyez, le sujet est vaste, mais nous proposons de traiter chaque situation de manière claire et bien sûr non concise. Allez, c'est parti Silver. Ok, alors par quoi on attaque? Peut-être on peut parler du dollar et du taux de change. Alors, effectivement, oui, c'est vrai que c'est simple, mais c'est évident. Et quand on paye aux États-Unis, on paye en dollars. Donc, à part les dépenses qui ont été faites en France à l'avance sur des sites en euros, type, je sais pas, des hôtels qu'on a payés sur hôtel.com ou des billets d'avion qu'on a payés sur Air France, l'essentiel des dépenses sur place vont être en dollars. Et qui dit dollar dit taux de change. Et qui dit taux de change dit évolution du taux de change. Donc, il y a toujours cette problématique de savoir que les coûts vont pas être forcément les mêmes dans le temps. Donc si vous faites une réservation 6 mois à l'avance, si vous la payez de suite, vous savez à quel prix vous la payez. Mais si vous faites une réservation avec un paiement sur place, le paiement sur place il sera logiquement en dollars. Et bien entre le moment où vous avez fait la réservation et le moment où vous allez payer, le cours du dollar peut évoluer de façon bénéfique ou au contraire de façon moins intéressante. Actuellement on est sur un dollar qui est très haut, puisqu'on approche presque de la parité euro-dollar, ce qui est historiquement plutôt haut. Généralement, on est sur les 15 dernières années, on était entre 0,8 et 0,9. Oui. On s'approche dans 0,95 du parfois. 1. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit sur la question du paiement et sur la question du coût. Une partie du coût, de l'évolution des coûts, on dit c'est plus cher les États-Unis, c'est aussi plus cher parce que l'euro baisse face au dollar. Moi, je me souviens d'une année où la majorité de nos hôtels, en fait, on ne les avait pas payés à l'avance. On les avait réservés avec un paiement sur place. Et en fait, entre le moment où on les a réservés et notre séjour, ça avait repris de 20 points. Enfin, on était 20%. Donc, c'était énorme. Ce qui est non négligeable. Voilà. Du coup, maintenant, on va se répondre à la première question. C'est est-ce qu'il faut payer cash ou par carte? Alors, techniquement, on peut payer comme on veut. C'est-à-dire, on peut payer en cash ou on peut payer par carte. La carte bleue est très très bien acceptée aux États-Unis. On peut payer quasiment tout le temps par carte. Donc il y a assez peu de cas de figure dans lesquels on est bloqué avec des paiements en cash. Ça peut arriver, donc il faut quand même toujours avoir un peu de cash. Mais on peut quasiment partout payer, y compris pour des petits montants en carte. En revanche, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est rentable. Alors, ça peut être pratique, mais est-ce que c'est rentable de payer par carte? Et ça va dépendre surtout de votre banque et des conditions que votre banque a sur les paiements à l'étranger et en devise. Oui, sachant qu'en fait, les taux sont variables, les frais pris par la banque qui peuvent être soit nuls pour certains, soit jusqu'à 4,5% parfois. Oui, alors effectivement, il y a les banques faut regarder deux choses. D'abord, c'est effectivement les éventuelles commissions qu'ils font sur les paiements en devise à l'étranger, qui vont de zéro sur certaines banques, notamment les banques en ligne, on va y revenir, à plusieurs pourcents, des fois assez élevés. Mais aussi, il faut faire très attention à certaines banques qui facturent ce qu'on appelle des commissions minimales. Ça veut dire que par exemple, ils peuvent avoir un taux de, 2,5%, mais minimum 1 euro sur la transaction. Ça veut dire que si vous faites une transaction à $100, 2,5% ça fait 2,5 $. Donc c'est bon, vous allez avoir 2,5 $ de frais. En revanche, si vous faites une transaction de 10 euros, normalement ça devrait être 25 cents avec 2,5%, sauf qu'il y a un minimum 1 euro, donc ce 25 cents va être remonté à 1 euro. Donc là pour le coup, pour payer 10 $ ou 10 euros
et facturer un minimum 1 euro, ça fait 10% de commission, ça commence à devenir cher. Donc dans ce cas-là, il faut privilégier plutôt des montants, enfin le paiement de montants supérieurs à 20 dollars, plutôt une cinquantaine de dollars au moins. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, de prévoir pas mal de cash pour tous les petites dépenses, si on veut éviter la multiplication de ces frais qui, cumulés les uns aux autres, vont finir par faire une certaine somme. Alors c'est vrai que là, on vient de parler des frais, mais en fait, il y a un autre type de frais aussi qu'on ne voit pas forcément, qui est le taux qui sera appliqué. Oui, le taux de change, parce qu'effectivement, donc on dit on va avoir 2%, 3% de commission qui va être mise. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a quand même une conversion de dollars vers l'euro. Et cette conversion, elle est faite à des taux qui ne sont pas forcément le taux interbancaire. Le taux interbancaire, si vous allez sur Google et vous vous demandez c'est quoi le taux euro-dollar actuel, on va vous donner un montant. Ça, c'est un montant théorique, mais ce n'est pas forcément le montant que va vous faire votre banque, ou même si vous allez dans un bureau de change, ce n'est pas le montant que vous allez obtenir. Il y a des commissions qui sont prises là-dessus. Donc certaines banques sont proches ou au niveau du taux interbancaire, mais certaines banques se prennent encore 1, 2 ou 3% sur ces taux. Et donc la réalité de la commission prise, elle peut atteindre 3, 4, 5%. Ça peut vite monter. Alors, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup la carte pour payer effectivement à l'étranger, notamment aux États-Unis. Mais il y a quand même des petites situations où on utilise le cash dans certains commerces, pour la street food aussi, parfois des petits jeux comme ça. La pompe à essence, on le verra plus tard, où ça peut être moins cher que si on paye par cash. Donc c'est vrai, certes, vous pouvez payer par carte et vous payerez beaucoup par carte, mais la question du cash se pose aussi. Oui, donc partez toujours avec un minimum de dollars en cash. Ça reste pratique et de toute façon vous pourrez toujours l'écluser dans les derniers jours. Si vous apercevez que vous en avez pris un peu trop, vous arrêtez de payer en carte et vous finissez tout le cash que vous avez, mais c'est quand même toujours pratique d'en avoir un petit peu. On verra plus tard aussi où justement trouver du cash. Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas oublier non plus quand on paye par carte, c'est faire attention au plafond de la carte bleue. Donc le plafond de la carte bleue, c'est pas lié à la somme d'argent que vous avez sur votre compte. Vous pouvez avoir 10 000 euros sur votre compte. Si votre plafond de carte bleue est à 3 000, vous ne pourrez pas payer plus de 3 000 sur une période de 30 jours. Et du coup, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros. Pensez bien à la période. Il y a une période à chaque fois. Exactement. C'est sur normalement, c'est comment ça s'appelle, une fenêtre glissante sur 30 jours. Donc, vérifiez quels sont vos plafonds d'encours de carte bleue et vérifiez si vous ne pouvez pas les relever, soit en téléphonant à votre banque, soit maintenant sur les applications bancaires ou sur le site de la banque. Vous pouvez consulter votre plafond et booster temporairement votre plafond. Ça, c'est quelque chose d'important à faire parce que ça ne sert à rien de dire que je vais tout payer par carte si de fait vous n'arrivez plus à payer sur place. Et du coup, il y a aussi un intérêt à payer certaines choses à l'avance par carte aussi, c'est que justement, ça permettra justement que ces dépenses-là ne fassent pas partie de ce... Voilà, ne pas avoir l'intégralité du paiement, des paiements qui ont lieu sur place. Et là, effectivement, sur un voyage qui va vous coûter 10 000, 15 000 euros, si vous devez tout payer sur place, en fait, vous ne pouvez pas payer ces sommes par carte bleue la plupart du temps. C'est pour ça que nous, en fait, on a chacun une carte aussi. Alors, et c'est bien aussi d'avoir plusieurs cartes bleues, ça permet de multiplier les plafonds et puis d'étaler les risques. Enfin, il y a une dernière chose à faire aussi sur la carte avant de partir, quand vous partez à l'étranger, c'est d'aller sur l'application aussi et de déclarer votre départ et de donner les dates de votre séjour et la destination. Alors, aussi. Beaucoup de banques commencent à autoriser ça maintenant, donc les banques qui sont de plus en plus regardantes sur les fraudes, elles vous permettent la plupart du temps, alors c'est soit verbalement avec votre banquier ou soit sur votre application de votre compte, de déclarer un voyage et de dire voilà, de telle date à telle date je serai à l'étranger dans tel ou tel pays. Et dans ce cas-là, ils vont plus facilement laisser passer et ne pas détecter comme des fraudes des paiements qui seront occasionnés à l'étranger. C'est important parce qu'en début de séjour, si vous arrivez, vous ne pouvez pas payer parce que votre banque elle se dit « Oulala, qu'est-ce que c'est ces paiements aux États-Unis je ne crois pas savoir que la personne se trouve aux États-Unis. » C'est toujours un peu embêtant. Donc, ne pas oublier de déclarer son voyage à l'étranger. Il faut vraiment savoir que quand un paiement ne passe pas, que ce soit lorsqu'on paye depuis la France sur une réservation sur un site américain, ou bien quand on est sur place et que la carte est refusée, etc. Dites-vous bien, je sais qu'on se dit à 80% c'est le commerçant qui doit avoir un problème. La réalité c'est inverse, c'est vraiment il y a 80-90% des cas, c'est votre banque qui a refusé le paiement, c'est pas autre chose. Et je sais que beaucoup de banques refusent les paiements pour suspicion de fraude et ne notifient pas
ne vous notifie pas. Et ça, je trouve ça un peu dingue parce que du coup, vous ne savez pas qu'en réalité, c'est votre banque qui a bloqué. Donc certaines banques le font, soit par l'application, soit par des SMS ou autre. Mais, Avant, c'était par téléphone. Ou Il y a quelques éventuellement, années. ouais, on se faisait appeler. Mais maintenant, de plus en plus, on n'est juste pas notifié. Et en fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un blocage par suspicion. Alors, gardez-le à l'esprit, parce que si un paiement ne passe pas, dites-vous que c'est possible que ce soit vous, que ce soit votre banque. Appelez-les, vérifiez l'application. Des fois, on peut débloquer le paiement en ligne ou via par téléphone. Mais c'est quand même le cas le plus courant. Alors là, se pose le problème de si on veut avoir une carte de paiement sans frais à l'étranger, il y a une option en fait. Alors il y a effectivement depuis quelques années les grandes banques en ligne qui n'ont plus de guichet. Alors on va parler des Fortuneo, des Boursorama Bank, des Hello Bank, etc. Quand ils se sont lancés, leur credo pour essayer d'avoir des nouveaux clients, d'appâter, c'était de dire que vous aurez des cartes premium à 0 €. Bon, mais ça y est, et tout le monde s'est mis à le faire, donc c'est plus suffisant. Donc depuis quelques années, leur nouveau credo, c'est de dire que les paiements à l'étranger sont avec des frais nuls, ou en tout cas minimum. Et c'est le cas sur un certain nombre de banques, et c'est de plus en plus intéressant et de plus en plus concurrentiel. Donc nous, par exemple, on est chez Boursorama Bank, on a une carte ultime. Alors, on a l'impression carte ultime, c'est la carte de base, c'est la carte black de base. Mais c'est pareil, je crois, chez Fortuneo avec la carte Fosfo ou la carte Hello One chez Hello Bank. Et toutes ces banques ont en commun d'être entièrement gratuites. C'est aucun frais, et de ne facturer aucun frais sur les dépenses ou les retraits à l'étranger. C'est réel, nous, en tout cas sur nos cartes sur Boursorama Bank, on peut le constater. Et je trouve que le taux de change, généralement, il est vraiment correct et comparable à celui qu'on trouve quand on regarde sur Internet, et que le taux de change quand même. Exactement, donc du coup, évaluez bien l'opportunité avant le départ, soit de changer de banque, soit de prendre un compte supplémentaire, une nouvelle carte auprès d'une de ces banques. Ou bien profitez-en pour rediscuter avec votre banque plus classique des conditions qu'ils pourraient vous faire, parce que maintenant vous avez quand même ces alternatives qui sont bien pratiques et peu coûteuses. Voilà, alors si vous voulez pas changer de banque, il y a quand même d'autres options en fait de cartes de paiement sans frais ni commission. Oui, donc maintenant il y a ces nouveaux acteurs de la banque en ligne qui essayent de gratter un petit peu partout avec des cartes gratuite également, sans commission, sans frais de paiement à l'étranger. La plus connue, celle qui marche le mieux en ce moment, c'est la carte Revolut, R-E-V-O-L-U-T. C'est une carte gratuite sans commission et qui applique un taux de change interbancaire sur toutes les transactions en devises à l'étranger. Donc il n'y a vraiment aucun frais à l'étranger. Et c'est une carte qu'on peut commander en France. Donc ça se commande sur l'application. Donc on va sur l'App Store ou le Google Play Store de votre téléphone. On charge l'application et puis après on remplit quelques champs. Il y a deux, trois procédures assez simples. Et je crois qu'il y a un premier versement de 10 € pour la commande de la carte. Une vérification d'identité en ligne avec le téléphone, et après on reçoit par la poste dans les jours qui suivent une carte entièrement gratuite et qui n'a donc pas de frais à l'étranger. On peut même choisir son code PIN, donc c'est assez pratique. Et cette carte, vous pouvez évidemment l'utiliser à l'étranger, donc aux États-Unis, mais vous pouvez l'utiliser aussi en France. Ça vous fait une deuxième carte ou une troisième carte si vous avez déjà des cartes. Et il ne faut pas l'activer quand même en France d'abord? Alors on l'active et surtout on la charge, c'est-à-dire que du coup c'est une carte sur laquelle on ne va pouvoir dépenser que ce qu'on a comme argent dessus. Donc on va pouvoir la charger soit par virement, donc vous aurez un RIB et vous pourrez faire un virement directement dessus. Et aujourd'hui sur les cartes Revolut on a des RIB en français, ce qui n'était pas le cas au lancement initial de la carte. Soit on peut même la charger de façon instantanée avec une autre carte bancaire. Vous pouvez utiliser une autre carte bancaire pour faire un paiement, et dans les minutes qui suivent, votre carte est chargée, ce qui peut être pratique dans certains cas. Mais après, quand je voulais dire l'activer, c'était par un paiement en France. Il ne fallait pas faire un premier paiement en France. Toujours, comme toute carte en fait. Il faut que vous fassiez une fois votre code sur un terminal de paiement pour que les paiements soient activés. Petite question, et après, au retour, si on ne l'utilise pas en France, il ne faut pas quand même l'utiliser un minimum Alors effectivement, souvent ces cartes, ils veulent que vous l'utilisiez un petit peu de temps en temps. Alors la carte Revolut, elle était entièrement gratuite et n'avait pas de limite au début. Aujourd'hui, maintenant, elle a une limitation qui est de la gratuité des conversions de devises. Elle est limitée à 1 000 € par mois. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup moins que ce que c'était au départ. Alors au-delà, c'est une commission qui reste très très raisonnable de 1%.
ce qui reste correct. Et aussi, ce que vous pouvez faire pour dépasser cette limite, c'est que rien ne vous empêche sur votre carte Revolut de précharger de l'argent dans une devise à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez 3000 euros sur votre carte Revolut et vous pouvez décider de changer une partie de ces 3000 euros ou la totalité en dollars. Et en fait, dans votre compte Revolut, vous aurez une partie de l'argent déjà en dollars et une partie de l'argent déjà en euros. Une fois que l'argent est en dollars, cet argent-là, vous pouvez le dépenser aux États-Unis sans frais de commission, puisque la commission elle a déjà eu lieu avant. Voilà, oui, ça a eu lieu Donc avant. on peut, sur plusieurs mois à l'avance, précharger avec un certain nombre de dollars sa carte. Donc ça, c'est important. Donc c'est une carte que nous, qu'on a utilisée depuis plusieurs années, qui fonctionne très très bien. Donc l'intérêt, maintenant qu'on a les cartes Boursorama à frais zéro, c'est vrai qu'il est un petit peu moins important si vous avez ce genre de carte. Si vous n'en avez pas, ça peut du coup remplacer un petit peu. Il reste quand même un intérêt pour ces cartes-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est que de temps en temps quand même on voit instantanément le débit sur l'appli. Alors ça, c'est lié à la carte, pour le coup, Revolut. Je ne connais pas toutes les autres cartes, n'ont pas forcément des applis aussi bonnes, mais c'est vrai qu'un des gros intérêts de la carte Revolut, c'est la qualité de l'application. Et ça, je l'ai vu chez aucune autre banque. C'est-à-dire que dans toutes les autres banques, quand on fait une transaction, c'est pas absolument instantané. Sur la carte Revolut, vous faites quelque chose, instantanément, vous pouvez voir le résultat sur votre application bancaire, y compris d'ailleurs quand il y a une erreur, par exemple un refus. Le refus, vous le voyez instantanément. Vous savez que vous avez un refus et vous pouvez tout de suite notifier non, c'était une transaction authentique, et hop, vous repassez direct derrière et cette fois-ci ça passe. Vous n'avez pas des allers-retours compliqués avec la banque, recevoir un SMS ou quoi que ce soit. Et l'autre chose aussi, c'est que quand vous avez, on en reparlera plus tard, non pas des prélèvements, mais des sommes qui sont bloquées sur la carte à titre de caution ou autre, ce genre de choses, c'est toujours assez obscur la manière dont c'est marqué dans les banques standards. On a l'impression qu'on est débité, mais pas débité, etc. Là, c'est très clairement mis. On sait quand est-ce que ça a été mis, combien de temps ça va durer, au bout de combien de temps, si c'est pas réclamé, ça va revenir. Donc, c'est vraiment très, très clair. Et ça, je ne connais pas d'application bancaire qui soit aussi transparente. Oui, nous c'était assez utile. Quelquefois, effectivement, je me souviens être en caisse et attendre et prouver qu'il était passé ou pas. Exactement. Et en tout cas, savoir la réponse instantanément. Voilà, ouais. Et je crois que tu as noté qu'il y avait en ce moment une promo, c'est ça, sur la carte Revolut? Oui, si elle n'est pas terminée. Je n'ai pas revérifié récemment, mais souvent il y a un petit cadeau, genre 8 euros. Il faudra regarder. Vous pourrez suivre sur l'article qu'on mettra en lien, le lien pour vérifier. D'accord. Alors maintenant, on va passer à un autre point qui est effectivement avoir du cash. Donc, une des manières d'avoir du cash, c'est de retirer du cash sur place, dans un distributeur. Alors, notamment. Effectivement, on peut utiliser un distributeur de billets aux États-Unis, ce qu'on appelle un ATM. Donc ça, on en trouve partout aux États-Unis, mais il faut quand même savoir quelques petites choses. Et la chose la plus importante, c'est que les distributeurs automatiques de billets aux États-Unis sont payants. La plupart du temps, ils sont payants, c'est-à-dire qu'il y a un frais de retrait qui va se rajouter à votre transaction. La plupart du temps, c'est des frais fixes, genre 4 ou 5 dollars. Par opération. Par opération. C'est-à-dire que quand vous allez tirer 300 dollars, on va vous dire attention, vont vous être facturés sur ce distributeur 4 dollars ou 5 dollars. Donc il ne faut pas retirer plusieurs fois 20 dollars, mais bien plutôt. Exactement. Donc si vous comptez utiliser des distributeurs de billets pour retirer du cash sur place plutôt que d'amener du cash avec vous, sachez que c'est beaucoup plus intéressant de faire le minimum de transactions et d'aller tirer 500 ou 1000 dollars d'un coup plutôt que de tirer 100 dollars 10 fois, parce que ça va finir par vous coûter très cher. Enfin, de fait, nous, effectivement, on utilise très peu les distributeurs sur place. Ce qu'on fait, nous, c'est on change l'argent avant. Oui, donc si on veut du cash, la manière la plus intéressante financièrement parlant, c'est effectivement de changer du cash dans un bureau de change en France, pas aux États-Unis. Généralement, les bureaux de change sont plus pas à l'aéroport, coûteux, et encore moins à l'aéroport. Donc, si vous êtes dans une grande ville comme Paris, vous pouvez téléphoner à plusieurs bureaux de change et faire jouer un petit peu la concurrence. En fait, moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand on se dit, on regarde un petit peu le cours du dollar et quand on trouve que c'est intéressant, on se dit, tiens, j'appelle, je prends plusieurs bureaux de change. Nous, à Paris, on a dans le 13e ou dans le 8e, comme ça. Et je leur demande, je dis, voilà, je vais échanger tant d'euros, j'obtiens combien de dollars. Et après, il faut y aller soit le jour même, soit le lendemain. Mais le taux est valable effectivement que sur le moment. Sur le moment, exactement. Voilà. Alors, si vous êtes loin d'un bureau de change, vous n'avez pas le temps, etc., sachez qu'il y a quand même aussi des sites comme yeschange.com qui vous permettent d'acheter des devises en ligne. Donc, vous payez par carte bleue et vous faites livrer chez vous. Alors, c'est intéressant, il faut acheter plusieurs
Voilà, il faut au moins 1 000 $. Plus des grosses sommes. Voilà, pour des sommes un peu importantes, le taux reste correct et la surprime de se faire livrer est assez facilement absorbée. Voilà, bon. Après, quand on a du cash, c'est vrai que c'est pas évident non plus sur place. Se pose toujours la question de où c'est qu'on met le cash sur place. Voilà, bon, ça c'est à voir, mais c'est dans le cadre des voyages. Ensuite, quand on est sur place, se pose la sempiternelle question de credit or debit. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose jamais en France ou très rarement et c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Alors soit on vous la pose directement, quelqu'un à la caisse qui va vous demander une carte de crédit, ah ouais, est-ce que c'est credit or debit, est-ce que c'est une carte de crédit ou une carte de débit, ou bien simplement dans les automates, quand vous allez payer par carte, vous allez avoir 2 touches pour choisir si c'est credit or debit. Alors sachez qu'en fait, c'est vrai que nous on n'est pas trop au courant, mais votre carte de crédit, enfin votre carte bleue, votre carte de paiement, c'est soit une carte de crédit, soit une carte de débit, et en fait c'est marqué dessus. C'est quelque chose qu'on s'aperçoit assez rarement, mais si vous regardez bien attentivement sur votre carte, il y aura marqué debit or credit. Et ça va sinon, il y a un autre moyen de le savoir. Alors, l'autre façon de le savoir, la plupart du temps, c'est vous savez si votre carte est à débit immédiat ou différé, ou si elle est à débit différé. Et les cartes à débit différé sont en réalité des cartes de crédit, puisque vous avez un crédit jusqu'à la fin de la tranche de mois pour pouvoir ensuite payer la chose. Donc, ce sont techniquement des cartes de crédit gratuit pendant un mois, on va dire, mais c'est le cas. Donc voilà, donc comme ça vous saurez quoi répondre, c'est noté sur la carte, vérifiez toujours vos cartes avant, comme ça vous savez ce que vous avez. Alors une autre situation où le paiement n'est pas forcément évident, c'est le paiement à la pompe à essence. Oui, alors effectivement, donc dans les stations-service, maintenant quand même la plupart du temps, elles sont équipées d'automates en self-service, c'est la très grande majorité des pompes aux États-Unis, et donc vous pouvez payer directement sur l'automate. Sauf que quand vous faites ça, il y a un certain nombre d'étapes de vérification pour éviter la fraude, et l'étape la plus classique aux États-Unis, c'est vous demander votre code postal associé à votre carte bleue, le code postal de l'adresse de votre adresse. Et il y a les bases de données antifraude des sociétés de crédit américaines. Elles ont ces données-là pour les cartes américaines et ça leur donne un moyen simple de vérifier si la carte n'a pas été volée, parce que si la personne ne connaît pas le code postal, ça va bloquer. Mais ces bases de données antifraude n'ont pas les données pour les cartes européennes. Donc en fait, on vous demande un code postal, mais en réalité, il n'a pas l'information de l'autre côté. Donc quand on vous demande ce code postal, mettez votre code postal, mais ne soyez pas étonné si derrière, ça ne passe pas. Et du coup, quelle est l'option voilà. Donc si un automate vous refuse votre carte, généralement il va vous indiquer payer à l'intérieur, et dans ce cas là il va falloir aller à l'intérieur de la station-service au guichet, et donner le numéro de pompe, voilà, indiquer votre numéro de pompe et la somme que vous souhaitez mettre. Alors vous pouvez mettre la somme exacte si vous savez à peu près que vous avez besoin de $40, etc. Mais si vous voulez un plein, indiquez $100 par exemple, qui est probablement plus que votre plein, sauf si vous avez un camping-car. Sachez que si vous n'allez pas au max de la somme que vous avez indiquée, vous ne serez malgré tout facturé que de la somme réelle. Et vous pouvez, même si vous souhaitez en avoir le cœur net, vous pouvez retourner à l'intérieur et demander un ticket. Et ils vont vous rééditer le ticket à la valeur exacte. J'avoue, moi je suis pas très à l'aise avec la chose, bien que on l'utilise constamment, mais c'est vrai que donner une autorisation pour $100 et n'utiliser quand finalement on voit à la pompe que 80, on a toujours peur que d'être facturé les $100. Mais de fait, on n'a jamais été. Voilà, exactement, c'est pas le cas. Et sachez aussi qu'il y a de plus en plus de pompes qui maintenant ont le paiement sans contact. Et que souvent ça marche un peu mieux au niveau de la détection antifraude, il y a moins de phases. En tout cas, et notamment avec les cartes Revolut, on n'a jamais eu de problème dès qu'on pouvait payer en sans contact. Et bien, une dernière chose à savoir sur les pompes à essence aux États-Unis, la plupart du temps, quand on paye en cash, c'est un peu moins cher. C'est-à-dire qu'ils vous font une réduction de quelques cents sur le prix au litre, lié au fait que ils ont pas de frais bancaires carte bleue, et donc du coup si vous avez du cash, c'est tout à fait alors dernier point quand même, moi je dirais si vous faites le dernier plein avant de rendre votre voiture de location, là reprenez quand même, demandez le ticket dans tous les cas, comme ça pourrait être une preuve auprès de l'agence de location si jamais ils vous demandent si vous avez fait le plein ou pas et qu'ils en veulent la preuve.
Tout à fait. Voilà. Et quand on paye par cash, en cash dans les stations-service, c'est toujours un prépaiement. Donc là, c'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. On rentre, on va au guichet, on donne un billet de 100 dollars ou un billet de 50 dollars. Et Du coup, après, tu vas récupérer. et si on n'a pas, voilà, si on n'a pas tout dépensé, on vient récupérer le reste. On redonne son numéro de pompe et on vous rembourse la différence, bien entendu. Alors, on arrive maintenant au paiement de la location de voiture. Alors effectivement, c'est une question qu'on a déjà traitée quand on faisait la question de la location podcast, de voiture. ouais. Et c'est toujours un problème. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut se rappeler par rapport à ça. La première chose, c'est que la carte que vous utilisez pour la réservation, vous devez l'avoir quand vous arrivez sur place pour récupérer votre Il faut que ce véhicule. soit la même carte. Il faut que vous puissiez présenter la même carte. Ça, c'est le premier point. Ensuite, cette carte, elle doit être au nom du conducteur principal. Tout à fait. Ouais. Mais le conducteur principal, c'est une donnée juridique. D'accord ? Ça ne veut pas dire la personne qui conduira le plus la voiture. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et si c'est Oui, madame qui est le conducteur principal, il n'y a aucun problème à ce qu'elle ne conduise pas derrière et que ce soit monsieur qui conduise pendant toute la durée du trajet. S'il a le droit. S'il est autorisé, bien Dans sûr, le s'il est contrat. conducteur Ah oui, additionnel, ouais, s'il c'est est ça. rajouté. Voilà. Non, mais souvent on me dit oui, mais c'est mon conjoint qui va conduire le plus en fait. Non, mais donc si les deux sont sur le Sur contrat, il n'y a aucun problème voilà. à ce que le conducteur principal conduise peu ou pas. Mais en tout cas, c'est la personne qui a fait la réservation et qui va faire le contrat sur place qui doit avoir la carte à son nom et présenter sa carte au moment du retrait. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir donner une carte sur place sur laquelle va être mis la caution de la location, qui a un montant qui est en général à peu près équivalent au montant de la location de voiture, que vous ayez prépayé ou pas. Et de temps en temps, certaines agences ont du mal à passer ces cautions sur des cartes de débit. Ça passe toujours sur des cartes de crédit. Et dans certains cas qu'on n'arrive pas très bien clairement à identifier, ça ne passe pas sur des cartes de débit. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de pouvoir présenter une carte de crédit, donc une carte à débit différé par exemple, au retrait du véhicule pour mettre cette caution. Cette carte n'est pas forcément la même que celle avec laquelle vous avez fait la réservation. Mais elle doit pouvoir être présentée au moment où on prend la voiture. Alors là, on a parlé de la location de voiture et j'aimerais bien qu'on vienne à certaines dépenses qui peuvent avoir lieu liées à la location de voiture, qui peuvent être par exemple les amendes, Silver. Eh oui, alors, on oublie parfois qu'on peut avoir des amendes de stationnement, d'excès de vitesse. Tout à fait. Alors, le système des amendes aux États-Unis, évidemment, est local, hein, c'est pas fédéral, donc chaque État, chaque comté va avoir des règles différentes. Mais bon, en général, aujourd'hui, quand on vous remet une amende, soit sur votre pare-brise ou soit en main propre, si vous êtes arrêté pour une raison ou pour une autre, la plupart du temps, cette amende, on peut la payer en ligne. Et on vous conseille de le faire vivement, d'aller la prépayer en ligne, parce que si vous ne le faites pas, l'amende finira par arriver sur chez le bureau loueur, du loueur. Ils devront la payer et évidemment, ils vous la refactureront avec des frais très très importants. Donc on peut payer en ligne la plupart du temps. Si jamais pour une raison ou pour une autre, vous n'arriviez pas ou vous ne pouviez pas payer en ligne... Nous, ça nous est arrivé, hein, il y a en Floride, dans les années, Keys. Bah oui, mais bon. Sachez que la plupart du temps, on peut aller payer ces amendes dans n'importe quelle station-service, supermarché. Il y a toujours un endroit où on peut payer des factures dans ces établissements qui ne sont pas forcément des établissements bancaires. Et la plupart du temps, parmi les factures qu'on peut payer, il y a les amendes. Et dans ce cas-là, vous pouvez payer en cash ou en carte bleue ou en ce que vous voulez. Et c'est eux qui vont, évidemment avec une petite commission qu'ils vont prendre, émettre le paiement vers la bonne administration et régler la question. Enfin, on vous conseille vivement à chaque fois de les payer très rapidement. Ça, c'est, oui, attendez pas sur votre place. retour non. et qu'il y a un risque que l'amende revienne jusqu'au loueur. Donc ça d'une part. Et concernant la voiture, il y a aussi comment payer les parkings. Alors, c'est vrai que c'est devenu un problème récemment. Ça devient progressivement un problème. Avant, il y avait soit des guichets, on payait normalement, et puis soit des automates, on payait par carte. Des rodateurs, choses comme ça. Ouais. Des machines à pièces, des rodateurs, exactement. De plus en plus, pour éviter la manipulation et la complexité de la chose, maintenant, il y a des paiements qui se font, entre guillemets, par téléphone. C'est-à-dire qu'on va retrouver soit un QR code simplement pour payer,
ou soit ce genre de choses. Alors, la plupart ces QR codes, ils peuvent des fois renvoyer vers des applications qui parfois ne sont pas téléchargeables Pour sur des pays, pour des App téléphones, Store étrangers. Ce qui est vraiment pas très malin, mais ça arrive, hein, c'est vraiment. Ça arrive. Ouais. La plupart du temps, dans ce cas-là, soyez attentifs, lisez bien. Il y a toujours une possibilité autre que le paiement par l'application. Généralement, ça va être un paiement par SMS ou ça va être un paiement par téléphone. Donc, vous allez téléphoner à un numéro indiqué et vous allez tomber sur un automate, hein, vous inquiétez pas, vous allez tomber sur personne, ou vous allez envoyer un SMS à un numéro indiqué et en envoyant généralement le code d'une zone dans laquelle vous vous trouvez, la plaque d'immatriculation, j'imagine, et la plaque d'immatriculation. Et ensuite, on vous donnera la possibilité de rentrer un numéro de carte bleue et ça devrait valider la chose. Donc soyez assez attentifs à ça. C'est de plus en plus commun quand même, dans de nombreuses villes, que ce soit de grandes villes ou même des petites villes. Hein. Ça, c'est... Tout à fait. C'est pas évident. Ok. Alors, un autre point, là, on a parlé de la voiture. Moi, j'aimerais qu'on parle du paiement de l'hôtel, en fait. Donc, le paiement de l'hôtel, effectivement, souvent, il peut se faire à la réservation en ligne, donc soit sur le site de l'hôtel, soit sur le site de réservation comme hotel.com ou Booking, soit parfois on vous propose, pour le même prix parfois, de payer sur place. Donc, il y a toujours le dilemme. Donc, on peut en venir avec les avantages et les inconvénients de chacun, Silver. On en a déjà un peu parlé, en fait. L'avantage de payer à l'avance, c'est de connaître son prix, c'est de ne pas être dépendant d'une évolution du taux de dollar dans le temps. Et puis c'est d'étaler un petit peu les dépenses, de ne pas avoir toutes les dépenses en fin de séjour. Donc ça, c'est le principal avantage. Et puis c'est aussi, c'est moins de tracas, on sait qu'on a déjà payé, on se pose moins de questions. Alors dans ce cas-là, il faut quand même être attentif. Et en plus, on se pose quand même, on a un petit doute quand même sur le fait qu'on se dit, si on a payé à l'avance, le surbooking, tout ça, on sera moins confronté à cette problématique. Oui, voilà, on se dit que si on a déjà prépayé, c'est plus compliqué de nous dire désolé, mais finalement il n'y a plus de chambre. Ouais. Et que tant qu'on n'avait pas payé, de toute façon tu n'as rien payé. Donc si tu n'as pas de chambre, tu n'as pas de chambre. Donc c'est vrai que c'est un petit confort d'esprit. Je ne suis pas sûr que statistiquement ce soit vrai, mais c'est le cas. Faites bien attention néanmoins, quand vous payez à l'avance, vérifiez bien que tout est payable à l'avance. Des fois, sur hotel.com, sur Booking, vous allez voir le prix total, mais quand vous êtes au moment de payer, c'est pas l'intégralité forcément que vous allez payer. Par exemple, certains frais comme des frais de parking ou des frais qu'on appelle d'établissement parfois. Des frais d'établissement, des resort fees, restent ou certaines taxes à régler sur place. Donc, soyez pas étonnés, notez bien la chose. Si des fois vous arrivez dans certains hôtels et que vous ayez quand même quelque chose à payer, parce qu'effectivement, tout n'a pas forcément été réglé au moment de la réservation. Oui, et c'est pourquoi il est vraiment important, avant que vous commenciez votre séjour, de faire un récapitulatif de ce que vous avez déjà payé pour chaque hôtel et ce qui vous reste à payer. Et comme ça, vous ne serez pas surpris quand même, parce que nous, on a eu des clients qui sont revenus et nous disent « Je ne comprends pas, on m'a débité tant, après alors j'ai tout payé. » Et en fait, je dis « Vérifiez bien, on va reprendre chaque réservation. » Et en fait, non. Les nouveaux débits correspondaient bien à des montants qui n'avaient pas été payés au préalable. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose à faire à l'avance si vous ne voulez pas après avoir des frayeurs. C'est plutôt ça. Voilà. Et puis, comme pour la location de voiture, beaucoup d'hôtels prennent une petite caution qui est $50, $100, $150, ça dépend des hôtels, qui va être libérée dans les jours qui suivent le fait de rendre la chambre. Mais des fois, ça prend 15 jours. Donc, c'est vrai qu'à la fin du séjour, on se retrouve avec plein de débits sur ces cartes qui vont être progressivement, entre guillemets, remboursés. Mais qui... non débité plutôt. Voilà, non débité. Tout ça se fait... voilà. Donc, c'est vrai que là, il faut être un peu attentif, un peu calme. On peut avoir l'impression de cette fait débiter tout et n'importe quoi, mais non, de toute façon, ils le précisent bien et c'est normal, c'est comme ça qu'ils font. Et oui, des fois, ça prend un peu de temps et ça sert à rien d'appeler l'hôtel pour que ça aille plus vite, parce qu'en général, c'est pas entre leurs mains, c'est entre les mains des banques. Alors, il est important aussi, quand vous partez de l'hôtel, nous, on aime bien passer par le desk, que parfois, effectivement, vous avez juste à poser vos clés et partir, il n'y a rien de spécial, mais nous, on trouve que c'est bien quand même de leur demander d'éditer la facture,
Parce que comme ça dessus, voilà, je Alors, sais que souvent ils le refusent maintenant, ils Exactement. disent qu'ils C'est en l'envoient, fait, mais quand vous avez pris votre... je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple et c'est certes, rassurant. mais soyez pas étonnés quand vous avez réservé via des sites tiers, hôtel.com, etc. Ce sont ces sites tiers qui facturent, donc l'hôtel n'est pas en mesure de vous éditer une facture. Mais quand c'est possible, on peut toujours demander Vous de pouvez toute toujours manière. demander, mais ne soyez pas étonnés Voilà. quand vous disent bah non, vous avez réservé sur Expedia, voyez avec Expedia. Et de fait, vous avez déjà reçu votre facture sur Expedia. Moi, j'avoue que j'aime bien regarder quand même parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une chaîne d'hôtels qui aimait bien de temps en temps quand même mettre des frais d'utilisation du coffre. Ouais. Et en fait, si on faisait pas attention, ils nous les mettaient alors qu'on n'avait pas utilisé le coffre. Voilà. De temps en temps, voilà. Oui, un petit inconvénient quand même de temps en temps, si jamais on paye l'hôtel à l'avance, c'est qu'en fait souvent après, si vous avez pris un hôtel remboursable, eh bien en fait ils vous rembourseront en cas d'annulation, mais vous aurez quand même avancé l'argent qu'ils vous rembourseront si c'était bien annulable, alors que dans l'autre cas, en fait, il n'y a pas de remboursement puisque c'est juste une annulation pure et simple. Tout à fait. Donc voilà. Donc on a vu l'hôtel, on a vu la pompe à essence. Reste que maintenant les cartes et le paiement des tips, Tiver. Alors les pourboires, c'est vrai qu'on a fait un podcast spécial pourboire, donc vous pouvez vous y référer pour plus de détails, mais on va rappeler les choses très rapidement. Lorsqu'on paye les pourboires, évidemment on peut les payer en cash, c'est la manière la plus simple, la plus directe, on sait exactement ce qui se passe. Maintenant, de plus en plus souvent, on peut souvent payer, si vous payez par carte bleue, dans un commerce, notamment dans un restaurant, vous pouvez rajouter le tips sur la note. Alors, la mode à l'ancienne, c'est quand on vous édite un ticket de carte bleue que vous allez signer, vous verrez que sur le ticket de carte bleue, il y a un champ libre, Une case, une case vide, libre, ouais. tips, dans lequel vous allez rajouter le tips, puis ensuite calculer le total. Et c'est le total calculé avec le tips rajouté qui va être pris en compte et va être débité sur votre carte. Et ensuite, le tips sera rétrocédé évidemment à l'employé. Quand on est dans ce cas de figure-là, ce qui est très très important, c'est de ne pas laisser ces cases vides. Parce que si vous laissez la case tips et total vide, n'importe qui peut mettre ce qu'il veut à votre place. Et le Un restaurateur mal intentionné pourrait y mettre une autre somme. Donc du coup, remplissez-les. Et si vous ne voulez pas payer le tips en carte et que vous allez par exemple le régler en cash, vous barrez ces cases pour être sûr qu'elles ne soient pas remplies à votre place. Bon, maintenant, la plupart du temps, de plus en plus, on va se retrouver face à des terminaux de paiement électronique dans lesquels on va pouvoir intégrer le tips directement, alors pas par signature et remplir des cases, c'est vraiment au moment de la procédure de paiement sur un écran tactile, on va voir le tips, la proposition de tips se rajouter. Là, vous pouvez choisir de ne pas donner de tips ou bien de donner un tips avec des montants précalculés, en général 15%, 18%, 20%, des fois maintenant plus. Donc c'est pratique parce que vous avez juste à toucher une case pour remplir la chose et puis ensuite vous allez payer normalement derrière. Le seul problème avec cette intégration progressive des tips automatiques, c'est qu'on se retrouve à se voir proposer de donner des tips dans des circonstances où il n'y a pas de service. Exactement, où il n'y a pas de service. Donc maintenant, même dans les automates de certains fast-food, on vous propose de mettre des tips. Alors c'est vous-même qui passez votre commande vous-même, c'est vous qui vous allez chercher. Et on se demande à qui on va donner un pourboire. Donc voilà, sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et quand il n'y a pas de service rendu, vous n'êtes pas obligé de payer un tips. Voilà, je pense qu'on a vu les différentes situations. Maintenant, il est important quand même de souligner un point qui est que il faut faire ses comptes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois effectivement prévoir, vous avez vu, étaler les paiements tout au long de la préparation, c'est important aussi, si vous ne voulez pas avoir aussi des soucis de dépassement de plafond à la fin. Mais aussi après, sur place, c'est important de bien tout noter, de suivre si effectivement le paiement, c'est un paiement qui avait été déjà fait ou à faire. Et ensuite, tenir ses comptes, c'est important si vous voulez tenir un budget. Sans tenue de compte, si vous ne notez pas à chaque paiement vos coûts, enfin les dépenses, il est sûr que vous allez dépasser un budget si vous étiez fixé un budget. Et qu'en plus, à la fin, vous n'aurez aucune idée du coût de votre voyage. Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. La plupart des gens, pour ne pas dire la totalité des gens, sont incapables de poser un chiffre réaliste sur le coût de leur voyage s'ils ne tiennent pas des comptes et ne notent pas toutes les dépenses. C'est vraiment une certitude absolue.
Nous, on tient nos comptes. Quand on le fait pas pendant un moment, on est incapable de dire. Hein. Et on oublie, c'est sûr. On se dit, tiens, bon, on a dû dépenser ça, on vérifie, c'est pas le cas. Donc vraiment, si vous ne souhaitez pas savoir combien vous allez dépenser, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. On a des clients, ils veulent pas savoir. En fait, ils savent qu'ils vont dépenser plus, ils veulent pas savoir qu'ils vont dépenser plus. Donc du coup, ils tiennent pas leur compte et ça leur va très bien. Ok. Mais si en revanche, ce que vous voulez, c'est savoir, ne vous dites pas, oui, je sais en gros. Il n'y a pas de en gros. Vous savez pas du tout. On oublie en fait. On oublie tout, c'est impossible. Donc la seule façon de le faire, c'est de tout noter à un seul et un endroit, parce que vous dites oui mais je paye par carte. Non, c'est pas vrai. Il y a de la carte, il y a du cash, il y a des trucs qui ont été payés avant, des trucs qui ont été payés après. Il y a plusieurs cartes. C'est impossible si vous centralisez pas toute cette information. Et c'est aussi important donc pour vous quand vous faites vos propres voyages. C'est d'autant plus important si vous voyagez à plusieurs familles. Et là, pour le coup, si vous commencez pas à noter, ça va être un peu tout et n'importe quoi. Alors, si on voyage à plusieurs familles, maintenant, il y a des applis quand même aussi. Alors, il y a des applications de partage des coûts qui sont pratiques où chacun peut mettre les différentes dépenses et ensuite on peut mettre des coefficients de répartition, etc. Sachez d'ailleurs que quand une façon très très simple, alors ça c'est aussi un petit clin d'œil, si vous voyagez à plusieurs familles et vous dites oui mais on paye en commun et après on divise par deux, etc. Ça, c'est la meilleure façon pour dépenser plus. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes en fait, vous verrez. Donc tout le monde va... Voilà, en gros, si vous allez au restaurant et que chaque famille paye sa note, la somme des deux notes va être inférieure à si vous allez au restaurant et vous dites oh on va faire une seule facture et ensuite on va diviser par deux. C'est sûr à ça. En fait on se laisse entraîner, c'est normal. C'est normal. S'il y en a qui prend le dessert, tout le monde va prendre le dessert, les boissons. Coup, évidemment, alors les autres ont pris une boisson, pourquoi voilà. Même si vous y réfléchissez pas, c'est une certitude, ça se fait comme ça. Voilà. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question, Sylvain. On a répondu aux différentes problématiques de paiement qui sont vraiment importantes lors de la préparation d'un voyage et surtout sur place. Et du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à nous envoyer un email. On y répondra volontiers. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.